Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Au Café Libre, un débat autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques, ce sera le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme en début d'émission la chronique de G sur Adieu Windows, et en fin d'émission la deuxième partie de la chronique de Vincent Calam sur la vie algorithmique. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposé par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchy, le délégué général de l'April. Nous sommes mardi 7 octobre 2025, nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur la web radio Radio Cigaloun, les radios FM Radio Libre en Périgord et Radio Quetch. À la réalisation de l'émission du jour, Julie Chomard. Bonjour Julie. Bonjour à tous et belle émission. Merci, nous vous souhaitons une belle écoute. Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. G, auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour, des frasques des GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme. Toujours avec humour, l'occasion peut-être aux dernières les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le thème de la chronique du jour, Adieu Windows. Salut G. Salut Fred et salut camarades. Si vous me suivez un tant soit peu, le titre de cette chronique vous interroge peut-être. En effet, j'ai pour ma part quitté le système d'exploitation de Microsoft, le fameux Windows, depuis longtemps. Pour vous donner une idée de l'époque où je suis passé sous GNU Linux, que j'aime appeler affectueusement GNUNUX, c'était pendant la présidence d'un type qui a accédé à son poste en fomentant une association de malfaiteurs pour négocier avec un terroriste ayant assassiné 170 personnes pour financer sa campagne avec de l'argent d'une dictature. Quelle période, hein, là. Bon, oui, je sais, il a fait appel, donc il est présumé innocent, ça va. Bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Windows, et pour ma part, j'ai donc dit adieu à Windows il y a bien longtemps, mais si je vous parle de dire adieu à Windows aujourd'hui, c'est parce qu'on parle pas mal de quitter Windows en ce moment pour une raison simple, la fin du support de Windows 10. En effet, Microsoft avait annoncé l'arrêt des mises à jour de cette version de son système d'exploitation le 14 octobre 2025, la semaine prochaine donc, ce qui posait tout un tas de problèmes puisqu'un système sans mise à jour peut très vite devenir un système vulnérable aux attaques. Alors sous la pression de pas mal de gens, notamment ceux de l'association à l'obsolescence programmée, Microsoft a, dans son immense mensuétude, allongé le délai de support d'1 an, et celui-ci ne prendra donc fin qu'en octobre 2026. Ce qui évidemment ne fait que reporter le problème, mais ne le résout pas. Et ne le reporte d'ailleurs que partiellement, et pas forcément gratuitement non plus. Alors quel problème, me direz-vous ? Bon, en fait, il y en a plusieurs. Déjà, si l'association Halte à l'obsolescence programmée a milité contre cette fin de support, c'est bien entendu pour des questions d'obsolescence programmée. Non, il n'y avait pas de piège dans la question. Oui, parce qu'évidemment, fuite en avant technologique oblige, Windows 11, le successeur, n'est pas forcément compatible avec tous les ordinateurs tournant sous Windows 10. Ce qui veut dire que si vous avez un de ces ordinateurs et que vous voulez continuer d'avoir un système à jour et sûr, eh bien vous n'aurez pas le choix que de racheter un nouvel ordinateur, même si votre actuel fonctionne toujours. Il n'est pas matériellement obsolète, on a programmé son obsolescence. Ce qui pose évidemment des problèmes éco. Oui, des problèmes économiques, bien sûr, puisqu'une licence Windows, ça coûte des sous, et écologiques surtout, puisqu'encourager un renouvellement de matériel pourtant toujours fonctionnel, ça a un impact écologique loin d'être négligeable. Pour les gens qui sont encore persuadés que trier ses mails, c'est le nec plus ultra pour avoir des pratiques numériques plus responsables écologiquement, je leur rappellerai que la fabrication des terminaux représente quasiment 80% des émissions de gaz à effet de serre du numérique. Donc arrêtez de perdre du temps à trier vos mails et essayez de garder vos ordis plus longtemps. Oui, mais alors vous allez me dire comment qu'on fait pour garder nos ordinateurs plus longtemps si Microsoft arrête le support ? Eh bien, on peut passer sous GNU Linux, que les gens connaissent souvent sous le simple nom de Linux, et que moi je préfère encore une fois appeler GNUnix parce que c'est mignon et que ça ne froisse personne. Enfin, je crois pas. GNUnix, c'est libre, c'est gratuit, ça ne vous espionne pas, c'est léger et ça marche donc même sur du matériel pas tout neuf. Alors oui, tous vos logiciels préférés n'y fonctionnent pas forcément encore que. Si votre usage de l'informatique se compose principalement d'internet, mail, bureautique et regarder des vidéos, honnêtement, ça marche aussi bien que Windows. Pardon, ça marche mieux que Windows même. Et même la plupart des jeux vidéo maintenant, grâce à Steam entre autres, ça tourne sans souci.
Bon, alors je sens venir les remarques. Oui, mais installer GNU/Linux, c'est super compliqué. Entre le choix de la distribution, le partitionnement des disques, le choix des dépôts, free, non-free, tout ça. Alors, réponse lapidaire qui va agacer beaucoup de libristes, mais peu importe. En distro, vous prenez Linux Mint et à l'installation, vous cliquez sur suivant en boucle et c'est bon, vous avez votre GNU/Linux fonctionnel. Oui, je sais, il y a les parties création d'une clé USB bootable et démarrage sur la clé qui restent complexes. Ok. Mais alors pardon, j'aimerais bien voir des gens installer un Windows et me dire que c'est plus simple, je sens qu'on va rire. En fait, la majorité des gens n'installeront que dalle et garderont un Windows A10 non mis à jour, ce qui est dangereux, ou changeront de PC, ce qui est du gaspillage. Bon, en fait, oubliez ma réponse sur Linux Mint et compagnie. La bonne réponse, c'est de trouver des gens pour vous aider. Partout en France et ailleurs dans le monde, on a des petites assos, des GUL, groupements d'utilisateurs et utilisatrices Linux, et plein d'autres gens qui seront ravis de vous aider lors d'une install partie. C'est aussi en cela que GNU/Linux est infiniment supérieur à Windows, un réseau d'entraide pour que vous ne vous retrouviez pas seul ou en discussion en ligne avec une connerie de bot IA qui vous recrachera juste la documentation, mal en général. Croyez-moi, une fois qu'on a sauté le pas, difficile de revenir en arrière. Personnellement, quand je dois retourner sur un Windows, j'ai la même sensation que quand j'ouvre une page web sans bloqueur de pub, ou quand je tombe sur une chaîne de télé après des années à ne plus avoir regardé la télé. Je me dis, mais bon sang, comment les gens peuvent-ils supporter ça à longueur de journée ? J'ajoute que j'ai installé mon Linux Mint actuel lors de l'achat de mon PC il y a plus de 5 ans. Depuis, j'ai pu gérer toutes les mises à jour sans avoir à jamais toucher un terminal, même les mises à niveau d'une version à l'autre, l'équivalent de passer de Windows 10 à 11 donc, une fois installé, ça roule tout seul, c'est facile et surtout, ça vous fout la paix. Mais j'ai déjà fait des chroniques sur ces sujets, alors je vais m'arrêter là. Si le sujet vous intéresse, avec l'April, on a lancé une campagne de communication qui s'appelle justement Adieu Windows et qui recense et met en valeur les différents événements comme les install parties organisés par les GUL et autres assos. Merci d'ailleurs à tous les gens qui participent à rendre notre communauté plus accueillante et sans qui notre numérique serait beaucoup plus triste et aussi austère qu'un Windows en fin de vie. Alors je vous dis salut, adieu Windows et bonjour le libre. Bah écoute, merci J, et ce sera Adieu Windows, en tout cas, sera le premier sujet du Café Libre juste après la pause musicale. Je rappelle que J est un auteur libriste et que vous pouvez l'aider sur son site grisebouille.net. Au mois prochain, J. Ouais, au mois prochain, salut. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons avec nos invités de l'actualité du logiciel libre. En attendant, nous allons écouter un choix musical de Vincent Calam. Nous allons écouter Fusidine par Emma. On se retrouve dans 2020. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Fusidine par Emma, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC BY SA, et également sous licence art libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui pour le premier au Café Libre de cette saison 9 pour discuter de sujets d'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques avec autour de la table une partie de l'équipe au Café Libre. Eh bien Vincent Calam qui est juste en face de moi. Bonjour Vincent. Salut. Isabelle Carrère qui est à côté. Bonjour. Salut. Isa. Et Pierre Bessac qui est juste à ma droite. Salut Pierre. Bonjour tout le monde. Et peut-être que nous aurons une intervention de G qui est resté dans le studio parce que l'un des sujets, il connaît tous les sujets parfaitement, mais il y a un des sujets qui l'intéressera plus particulièrement. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat, ou directement aussi sur le site libreavou.org. Alors avant de commencer, nous tenions à signaler le départ de Florence Chabanois de l'équipe au Café Libre. Florence lève en effet le pied sur certains de ses engagements récurrents, donc c'était vraiment très sympa d'avoir Florence dans l'équipe et on la remercie chaleureusement de sa contribution. Mais Florence ne nous quitte pas totalement car elle va continuer ses chroniques FHX dans Libre à vous une fois par mois. Donc on la retrouvera très bientôt pour sa chronique. Alors aujourd'hui on a, il y a 10 sujets mais on n'abordera évidemment pas les 10 sujets, surtout qu'il y a un sujet pour une fois où il va y avoir du débat. Et donc ça sera intéressant. Et on va commencer par un sujet où il y aura un peu moins de débat, sauf peut-être sur le choix de ce qu'on va appeler une distribution. Alors peut-être qu'on précisera d'ailleurs ce qu'est une distribution. Premier sujet, c'est la fin du support gratuit de Windows 10, donc annoncé initialement pour le 14 octobre 2025 et repoussé d'un an, mais avec des conditions très contraignantes. Alors on en a déjà parlé en fait dans la première émission de la saison, le 9 septembre, l'émission 253, justement déjà avec Isabelle Carrère d'Antanec et Julien Negros d'Enercop. On avait fait un sujet sur la migration vers un système libre sur le poste de travail. Donc on va revenir sur le sujet. Alors peut-être que je vais peut-être demander à Isabelle de rappeler le contexte d'ailleurs sur cette migration de Windows. Alors sur le contexte, je ne sais pas ce que je peux dire de plus parce que toi tu en as déjà pas mal parlé. C'était bienvenu de faire le lien là avec la chronique de Vincent juste avant. Mais du coup, la question c'est, je pense que quand tu dis Linux Mint, ok, moi je dis toutes les distributions. Quand on dit distribution, effectivement, il faut rappeler, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une distribution. Contrairement à Microsoft qui est une seule voix, je veux voir une seule tête, une seule parole, une seule façon d'avoir un écran, une interface, etc. pour pouvoir aller sur toutes les applications, les logiciels. Chaque distribution, c'est quoi? C'est derrière une communauté de gens, développeurs, développeuses qui décident de comment ça va se présenter, où est-ce qu'on va mettre les icônes, qu'est-ce qu'on va mettre en avant comme application, pour quels usages ça va être plutôt facile de se servir de telle ou telle organisation. Et donc c'est des développements mais qui en fait ont toutes une même base, GNU Linux effectivement, qui est identique. Et donc l'autre jour quand j'étais avec quand on a fait l'émission effectivement en septembre, je faisais remarquer, en fait, et je l'ai redit à plein de personnes récemment, qu'une fois qu'on a vu les icônes, qu'on a rencontré les icônes des logiciels et des applications qu'on utilise, personne n'est perdu sur rien, quelle que soit la distribution. Donc moi, personnellement, je suis avec MX Linux, tu vois, où j'ai exactement les mêmes choses que ce que tu décrivais, c'est-à-dire, oui, des mises à jour qui se font régulièrement, des passages, des mises à niveau identiques, etc. Et donc, elle est sous Debian et elle est également très conviviale. Donc, enfin, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'après, au bout d'un moment, les gens qui vont venir avec nous, grâce au fait qu'ils vont quitter Windows, vont comprendre ça, et chacun peut choisir en fait la distribution qui lui va bien. Et ça, c'est un vrai plaisir aussi, mine de rien. C'est-à-dire que voilà, il y a les fervents de Debian, il y a ceux qui préfèrent du Xubuntu. À Antanac, on a ça, on a quelqu'un qui dit « Ah non, mais moi j'aime Xubuntu, c'est vraiment le meilleur ». L'autre qui installe effectivement beaucoup Linux Mint, etc. Et chacun choisit en fait.
Très bien. Alors, je laisserai Pierre intervenir en dernier parce qu'il n'y a pas que GNU Linux dans les systèmes libres. Je lui demanderai de parler d'un autre type de système rapidement et je lui demanderai surtout notamment s'il y a des retours de migration sur cet autre système. Mais j'aimerais passer la parole à Vincent parce que dans l'introduction de J. Alors en plus c'est assez marrant parce que on va parler du site adiowindows.april.org qui a été lancé par l'April, qui a été mis en place techniquement par Vincent et Julie qui est à la régie. Les dessins c'est J. Donc et c'était pas prévu au départ. Wow. Du tout, parce qu'on n'avait pas du tout prévu d'aborder ce sujet quand on a calé le Café Libre, donc pour rebondir sur l'introduction et sur ce que vient de dire aussi Isabelle de GIS, un point essentiel c'est l'accompagnement, c'est-à-dire être accompagné par des êtres humains. Et donc côté April, on a lancé une opération qui s'appelle donc Adio Windows, d'où le titre du sujet, donc Adio Windows, bonjour le libre, et un site web qui s'appelle adiowindows.april.org. Alors, c'est quoi l'objectif de ce site web, Vincent? Alors, ce site web part d'abord des données de l'agenda du libre. À la base, il y a cette initiative de longue date, on en parle souvent à cette émission, parce que c'est effectivement un lieu où les associations du libre déposent leurs événements. Un site très, très actif qu'on conseille. On voudrait bien aussi d'ailleurs que les artistes qui font des musiques libres déposent leurs concerts. Et donc à la base, c'est ça. Et on avait déjà eu une première expérience dans le cadre de Libre en Fête, une autre initiative de l'April, de valoriser des événements issus de l'agenda du libre pour spécifiquement sur un thème donné. Et donc là, ce que nous avons fait, c'est on a reproduit le modèle de Libre en Fête. On a créé un site qui valorise toutes les informations déposées sur l'agenda du libre, mais qui concerne spécifiquement cette opération. Donc ça permet d'avoir une carte géographique, ça permet d'avoir une liste, une entrée par région sur le thème de Windows, et en profitant de toute l'infrastructure de l'agenda du libre où tout est prêt pour faire un formulaire, pour déposer, pour faire ces événements, et qu'on vous encourage à utiliser, que ce soit lié à Adieu Windows ou autrement quand c'est lié au libre, évidemment. D'accord, donc on va préciser que l'agenda du libre c'est un site qui est maintenu par l'April depuis maintenant 12 ou 13 ans, donc sur lequel on retrouve à la fois des événements mais aussi des organisations. Donc en fait quand on crée un événement sur ce site, on peut rajouter un mot-clé, par exemple Libre en Fête, là c'est Adio Windows, et donc le site adiowindows.april.org référence les événements, les organisations, également quelques articles de presse. Donc par exemple j'encourage les gens à aller lire l'excellent article de Mathilde Saliou de Next dans lequel elle interviewe à la fois Isabelle Carrère qui est ici avec nous, et également Magali Garnero, dite Bouquinette, la présidente de l'April. Je précise que Marie-Odile nous dit que le site a déjà été traduit en italien. Il n'est pas encore en italien, mais le site a été traduit en italien. Magnifique. Voilà, Vincent dit magnifique en se disant mince, il va falloir que je prévoie le multilinguisme. Mais en tout cas, voilà. Donc, et je précise aussi que toutes les références qu'on va citer sur les articles de presse, vous allez sur libreavou.org/257, car c'est la 257e émission. Vous aurez les liens directs. On va pas vous donner les liens tout de suite de toutes les articles de presse qu'on va citer. Avant de parler d'un autre événement qui est lié à cette fin de support de Windows, j'aimerais bien interroger Pierre, parce qu'en fait, bon, là c'est vraiment orienté, c'est vrai, ces fêtes d'installation autour d'un système d'exploitation libre qui s'appelle GNU Linux, mais c'est pas le seul système d'exploitation libre qui existe, il y en a d'autres. Alors Pierre, tu en as déjà parlé dans l'émission, notamment la famille BSD. Alors je voudrais vraiment simplement que tu expliques ce qu'est la différence qu'ont les systèmes BSD, et ma deuxième question c'est, est-ce que dans vos communautés BSD, vous avez le même type de démarche ou les mêmes types de demandes entrantes de gens qui viennent vous voir en vous disant bah tiens, j'ai vu la fin de Windows, est-ce que ça serait pas le moment que je passe à BSD? Donc première question, c'est quoi les familles de BSD libres? Oui, alors les BSD libres, alors BSD c'est un système qui a été lancé par la fac de Berkeley à l'époque où AT&T, qui avait fait le premier Unix, a eu des problèmes de loi antitrust. Donc le gouvernement états-unien les a découpés en morceaux. Dans les années 80 donc. Dans les années, fin des années 70, début des années 80, et la fac de Berkeley qui avait une activité recherche, et qui là aux États-Unis, à partir du moment où, enfin il y a le système de
argent public, code public depuis très longtemps. Et donc la fac de Berkeley notamment avait développé tout ce qui était les premières mises en œuvre des protocoles d'internet. Donc ça a servi de base à pratiquement tous les autres systèmes ensuite pour les premiers protocoles réseau libres en fait. Et la fac de Berkeley a repris ce qu'elle pouvait du code AT&T et a diffusé un des premiers Unix libres. On n'appelait pas encore ça libre à l'époque. C'était le milieu des années 80, fin des années 80, avant que Linux arrive, enfin avant que déjà Richard Stallman, qui a été qui a lancé le projet GNU, théorise un petit peu plus tout ça politiquement, parce qu'à l'époque, les systèmes informatiques, ça s'échangeait entre universitaires, comme tu t'échanges un papier de recherche, donc tu t'échangeais une bande magnétique avec tout le code source, tout ce qu'il fallait pour le faire fonctionner, et puis c'était surtout du travail universitaire. Donc les BSD sont partis de là, ça a été porté lorsque les ordinateurs personnels sont devenus assez puissants, les premiers PC, les PC à partir du début des années 90 commençaient à être assez puissants pour faire tourner un vrai système d'exploitation, donc Unix en l'occurrence, et donc les BSD qui existaient à l'époque sur des grosses machines ont été portés par des passionnés sur les PC de l'époque. Et petit à petit, ça a forqué, comme on dit maintenant, en plusieurs versions, parce qu'il y avait différentes visions politiques de la chose. Donc il y a eu NetBSD qui est apparu en premier. Enfin, il y a eu BSD, 300. ça veut dire, tu pourrais dire peut-être BSD, pardon, excuse-moi, oui, ça veut dire Berkeley Software Distribution. Donc il y a la référence à la fac de Berkeley. Au départ d'ailleurs c'était pas un système, c'était juste un ensemble d'outils Unix classiques. Et puis petit à petit ça a été transformé en système complet. Il y a eu 386 BSD, donc qui était le premier portage sur les PC 386. Donc ça c'était aux alentours de 90-91 par Bill Jolitz et sa femme Lynn Jolitz. Tous les deux étaient passionnés. Ils ont fait les premières versions. Ça a donné lieu à différentes branches. Il y a eu NetBSD qui est apparu après parce qu'il y avait des désaccords entre les Jolitz et les autres. Ensuite, il y a FreeBSD qui est apparu, qui voulait se spécialiser sur le PC à nouveau parce que NetBSD était parti un peu dans tous les sens. Et puis il y a OpenBSD ensuite qui est apparu avec un nouveau fork qui est spécialisé lui en plus en sécurité. Voilà. Donc il y a encore ça s'est un peu calmé depuis. C'est surtout ces trois là qui restent. Et après à partir de là, c'est un peu comme dans le cas de Linux, il y a des distributions variées. Donc il y avait FreeNAS qui fonctionnait sous BSD à une époque, sous FreeBSD qui servait à faire des serveurs de stockage personnels. Il y a des versions pour faire du réseau. Il y a une version aussi qui s'appelait, alors je crois que c'est PCBSD, qui était plus orienté un peu comme Linux, plus orienté poste de travail, de travail, voilà, ou ordinateur portable. Alors aujourd'hui, moi j'utilise FreeBSD tous les jours sur une machine de bureau. Sur les ordinateurs portables, faut reconnaître que Linux est quand même plus adapté parce qu'il y a beaucoup plus de pilotes adaptés aux machins un peu exotiques. Sur un système de Linux, le système reconnaît plus de périphériques, de pilotes de périphériques que des BSD. Alors certains les plus courants sont repris, le travail qui est fait sous Linux est souvent repris sous les BSD quand c'est possible, mais il y a toujours un petit lag sur les cartes graphiques ou autres. Là ça commence un peu à converger tout ça. Mais d'accord. Et est-ce que donc dans vos communautés vous avez reçu des demandes par exemple de migration Alors moins parce qu'on est moins en visibilité, disons, on a moins de mindshare comme on dit aux États-Unis. Il y a une communauté peut-être moins militante et plus professionnelle informatique et qui est peut-être moins portée sur le militantisme, disons. D'accord. Donc c'est vrai que ça reste plus confidentiel que les Linux. Et sinon, pour revenir sur ce que disait J, faut savoir que si on est un peu stressé à l'idée d'installer un système autre que Windows sur sa machine, ce qu'on n'a pas l'habitude, il existe des clés, ce qu'on appelle des clés live, pour démarrer, alors ça se fait aussi bien avec des BSD qu'avec des Linux, pour démarrer le système sur son ordinateur pour vérifier que ça marche, sans pour autant écraser Windows. Si jamais on a envie de revenir en arrière, ça permet de voir un peu si l'écran fonctionne correctement, la carte graphique, la souris, le clavier, etc. Donc il y a vraiment tout un tas de choses pour pouvoir vérifier quand on a un doute que on se tire pas une balle dans le pied, quoi. Voilà. Et puis après on peut avoir un double amorçage, c'est-à-dire qu'on démarrage la machine, on a un menu et on démarre sur Windows ou sur un système libre. C'est une façon de faire. En répétant donc que vraiment un mot-clé dans la campagne du Windows et autres, c'est vraiment l'accompagnement. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas besoin qui se sentent suffisamment à l'aise pour installer, à la limite c'est pas la cible du Windows, hein. La cible c'est vraiment des gens qui ont besoin d'accompagnement avec des événements en local, des organisations en local. Et en parlant d'événements, il y a un événement qui arrive, alors qui est organisé en plus
plus par halte à l'obsolescence programmée, qui est en lien en fait, parce que finalement c'est les journées nationales de la réparation, donc du 16 au 19 octobre 2025. Et je précise tout de suite que Magali Garnero, donc bouquinette, la présidente de l'April, sera à Lille le 17 octobre pour ces journées, pour une conférence. Et Antanac, vous êtes présente aussi sur ces journées, c'est ça ? Ben voilà, nous on fait le 16 octobre parce qu'on trouvait que c'était tout près du 14, que c'était une bonne idée. Et on s'est dit qu'on allait faire un mix entre la réparation, qui est donc le sujet de ces journées nationales, et l'adieu Windows. Et on a une vingtaine de personnes qui sont d'ores et déjà inscrites pour venir le 16 octobre avec leur ordinateur. On a donné une démarche basique, tu copies toutes tes données, tu enlèves tout ce que tu veux garder parce que sache que tout va être écrasé après. Et ce sont des personnes qui sont d'accord pour venir faire le passage avec nous, accompagnés tranquillement. Donc ça, on est vraiment très contents. On espère que d'autres vont venir. Enfin, la journée est grande, donc c'est un 10h, 19h, donc il y a le temps d'en faire et d'arriver à ça. Et effectivement, on utilisera, comme tu viens de dire, une clé sur laquelle il y aura une distribution pour vérifier que les périphériques fonctionnent bien, que tout va bien, que la carte Wi-Fi elle est d'accord, qu'il y a le pilote enfin voilà, que tout soit correct pour qu'il n'y ait pas de surprise, ni de mauvaises surprises en tout cas, et que ça ne soit que des bonnes surprises sur ah bah oui il est plus rapide et tout ça. Et on va donc proposer aux personnes de choisir, de regarder des ordinateurs que nous avons d'ores et déjà installés avec des distributions diverses, pour que les gens choisissent la distribution qui leur paraît la plus adaptée à leur logique, à ce qu'ils veulent voir, etc. Voilà, donc on est bien content de ça. Et donc c'est chez Antanac, qui sont nos voisines, au 18 rue Bernard Dimet, dans le 18e. On mettra le lien, parce que je crois que je ne l'ai pas mis sur la page consacrée à l'émission du jour, mais on mettra le lien. Avant de changer de sujet, parce que le temps avance, une autre démarche a démarré en réaction justement à cette fin de support. Je crois que c'était toi, Isabelle, qui voulait en parler, mais je te laisse finir de boire ton verre d'eau. C'est la démarche NIRD, pour un numérique inclusif dans les établissements scolaires. Donc, est-ce que rapidement tu peux nous expliquer ce que c'est ? Non, c'est pas moi qui voulais en parler. Moi, j'ai voulu dire quelque chose contre, entre guillemets. C'est-à-dire que quelqu'un a mis... Alors, je peux présenter ce que c'est, et je te dis tu dis contre. Ok, d'accord. Non, mais contre, j'exagère, c'est pour caricaturer un peu, puis pour mettre de l'ambiance, là, ici, dans le café, mais, non, c'est, voilà, oui, vas-y. J'explique juste ce que c'est, parce que comme ça, voilà. Donc la démarche NIRD pour un numérique inclusif dans les établissements scolaires, c'est en fait, l'idée, c'est de passer d'initiatives isolées et sans soutien officiel, donc notamment du ministère de l'Éducation nationale, encore faudrait-il qu'il y ait un ministre ou une ministre, à un modèle qui fasse école, c'est le cas de le dire. Donc c'est une démarche que promeut un groupe d'enseignants et d'enseignantes qui s'inspire directement de la réussite du projet d'établissement NIRD, donc je répète, numérique inclusif, NIRD, numérique inclusif, responsable et durable, du lycée Carnot de Bruay-la-Bruyssière. Et je renvoie à l'émission Libre à vous 206 du 23 avril 2024. Nous avions invité les deux enseignants en charge de ce projet, Romain Desbailleul et Pascal Bell. Donc l'idée là, c'est visiblement selon l'article de ZDNet, c'est une douzaine d'établissements pilotes qui vont essayer de faire émerger cette démarche dans d'autres établissements. Et donc là, pour l'instant, la démarche s'adresse dans un premier temps aux enseignantes et aux enseignants intéressés, donc ils peuvent les rejoindre sur un groupe de discussion. Donc c'est une démarche qui vient vraiment d'être lancée, c'est ce qu'a fait le lycée Carnot à Bruay-la-Bruyère. Et donc là, toi, tu voulais réagir là-dessus. Et bien sûr, les deux autres, vous pouvez réagir aussi. Oui, moi je voulais réagir parce que autant ça me paraît une excellente idée que à l'école, on apprenne aux enfants, aux jeunes, justement, à regarder quel est l'usage qui est fait actuellement du numérique dans nos sociétés, qu'on puisse discuter avec eux sur toutes les problématiques qu'il peut y avoir avec un téléphone, avec tout ce qu'on sait des difficultés avec les réseaux sociaux et autres, dont acte. Qu'on puisse faire de l'éducatif pour de vrai avec ça, d'accord, je ne peux que être d'accord. Qu'on montre du libre et pas simplement le gros contrat qu'a pris l'éducation nationale avec Microsoft, et évidemment je ne peux qu'être d'accord. Là où vraiment je suis plus d'accord du tout, c'est quand on veut parler de numérique éducatif. Pour moi, c'est une chose hyper complexe et avec le collectif qu'on connaît ici à la radio, le collectif Attention, dont Lève les yeux est membre, il y a quand même beaucoup, on le voit, de risques et de dangers à prôner le fait que le numérique vienne prendre la place des livres, de la pédagogie, voire des enseignants. Et pour moi, c'est pour ça que je trouve que c'est un flirt que je trouve compliqué. Alors, numérique inclusif, ok, on met le terme inclusif partout. L'autre jour, je suis allé dans un square là, avec des enfants et j'ai vu qu'il y avait un endroit dans le square qui s'appelait, que c'était un morceau de square inclusif.
Et là, j'ai dit, de quoi on parle? Les enfants, ils étaient là, des garçons, des filles, des X, des Y, j'en sais rien, enfin, comme ils voulaient, et j'ai pas compris. Donc, tout ça pour dire que le terme inclusif, on peut le mettre partout, ça veut pas dire pour autant que ça parle de démocratie, que ça parle de progrès social pour de vrai, et qu'on est sur un champ positif, quoi. Donc, je me méfie. Je connais pas plus que ça, et peut-être j'ai tort de me braquer là-dessus a priori. Dans la description, ce que tu dis n'apparaît absolument pas. Hein. Non. C'est-à-dire dans leur démarche, pas, mais... et de mémoire de l'émission, c'est pas du tout ce que tu décris, en tout cas dans leur démarche. Hein. Après, il y a pas un côté numérique éducatif dans la démarche. Dans la démarche, je suis pas tout à fait sûr. En tout cas, pas comme tu le décris avec le remplacement des livres et des profs. Hein, ok. De mémoire. En tout cas, il y a toute une série là récemment, donc du coup c'est également d'actualité, de gens qui se sont prononcés récemment, puisque la pause numérique qui avait été annoncée par Elisabeth Borne quand elle était dans un gouvernement qui donc a duré un tout petit peu plus quand même que le dernier là. Elle, pour les collégiens, donc ça s'est bien avancé, dont acte, parfait, mais on a quand même des tas de personnes qui, heureusement à mon avis, se lèvent actuellement pour demander à ce que le numérique ressorte de l'école. Ne soit pas là, ne viennent pas prendre toute la place et ne mettent pas dans l'idée de tout le monde que il y a que quand sur Internet qu'il faut faire les choses, qu'on peut plus avoir des journaux papier ou qu'on peut plus. Je plaisante, c'est parce qu'on a eu une off tout à l'heure, une discussion là-dessus. Mais voilà, je veux dire que c'est terrible pour moi le fait qu'on pousse à ce point-là les relations sociales de toute nature, mais encore plus éducatives, sur le numérique. Ok. Écoute, je peux vas-y Pierre. Ouais. Alors déjà un élément de langage que moi je parlais de réduire la fracture numérique et en fait on m'a fait remarquer que politiquement ça se disait plus, c'était pas assez positif, donc c'est pour ça qu'on maintenant on parle d'inclusion numérique. Alors je suis d'accord avec toi que c'est de l'élément de langage, hein, donc c'est voilà. Et sinon j'ai un petit alors quand on veut le problème de vouloir sortir quelque chose de l'école, c'est que ça c'est égalitaire au niveau de l'école, mais ça provoque des inégalités suivant que les familles peuvent gérer ou pas. Et donc, ça veut dire que si l'école ne se charge pas, à mon sens, d'un petit peu d'éducation au numérique pour les écoliers, il y a des familles qui vont s'en charger, qui vont estimer que c'est important, et d'autres familles qui vont pas pouvoir s'en charger parce qu'elles en ont pas la possibilité, pas la préoccupation, elles ont autre chose à faire, elles ont d'autres soucis. Et donc, je pense que c'est comme un peu c'est pas juste une question de numérique, c'est toutes les missions dont l'école décide de se décharger, parfois légitimement, peuvent provoquer des inégalités par effet de bord, quoi. Non, j'ai commencé à dire que j'étais d'accord pour qu'on discute, qu'on amène les gamins, les gamines à discuter de ce que c'est que le numérique, à leur montrer, etc. J'ai pas dit on sort tout. Je veux dire, on le sort du champ éducatif. Oui. Qu'on éduque au numérique dans le sens où on va parler avec elle et eux de qu'est-ce qui se passe là. Oui, bien sûr, qu'on leur explique comment ça marche. Oui, bien sûr, qu'on s'en serve pour qu'ils apprennent. Là, tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais je suis d'accord avec toi. Faut pas non plus, faut trouver un juste milieu pour que ça soit pas. Quant aux questions de est-ce que le numérique est en responsabilité et en capacité de mettre de l'égalité entre tout le monde, j'en doute largement. Je vois pas comment ça serait plus possible avec le numérique que sans le numérique. Vraiment pas. Malheureusement. Est-ce que Vincent, tu veux réagir ou on change de sujet? Non, juste dire vive le livre papier, et puis il y a rien de tel. Alors, il faut savoir que Vincent Calam, son occupation principale lors des assemblées générales de l'April, c'est de lire des livres. Voilà, donc tu as bien raison. Allez, on va changer de sujet. Par contre, je ferai remonter le questionnement à Romain Desbailleul et Pascal Bell pour que ils apportent une réponse. Voilà, là-dessus, je leur ferai remonter. J'enverrai la transcription, évidemment. Et on passe à un nouveau sujet qui sera beaucoup plus court. Hein. Alors, ce sujet, c'est Pierre qui l'a proposé, parce que c'est les 15 ans de LibreOffice. Donc, tu voulais en parler. Donc, question traditionnelle, rappelle ce qu'est LibreOffice et pourquoi tu voulais parler de ces 15 ans. Alors, LibreOffice, c'est une suite bureautique libre qui fonctionne donc pas que sous Windows, ça fonctionne sur à peu près tous les systèmes libres ou pas d'ailleurs, qui fête ses 15 ans aujourd'hui. Alors, en fait, elle fête plutôt quasiment ses 40 ans, parce que l'origine de LibreOffice, c'est un bidule allemand qui s'appelait Star
StarOffice, qui a été racheté par la société Sun Microsystems, qui faisait des systèmes Unix il y a longtemps, et qui a été racheté vers 2009 par Oracle, qui est la boîte de Larry Ellison, qui est un proche de Trump aujourd'hui. Donc tout ça pour montrer qu'il y a des choix stratégiques qui ont été faits au fil du temps, qui ont aujourd'hui un impact, parce que c'est bien de ne pas être dépendant de Larry Ellison et d'Oracle aujourd'hui. Donc LibreOffice, c'est une suite, donc il y a un tableur, il y a un traitement de texte, il y a tout ce qu'on veut comme dans les équivalents non libres. Et LibreOffice, en fait, c'est libéré de Oracle. Le projet intermédiaire, LibreOffice est venu de OpenOffice, qui est encore assez connu. Il y a encore beaucoup de gens qui parlent d'OpenOffice. Notamment dans le système éducatif, le nom OpenOffice est encore très connu. Oui. Donc en fait, il faut oublier OpenOffice parce qu'il est un petit peu électroencéphalogramme plat. C'est devenu LibreOffice, qui est le projet qui marche. Et donc au moment où Larry Ellison a repris OpenOffice en rachetant Sun, les contributeurs de LibreOffice ont décidé de séparer le projet de la société pour éviter d'être trop dépendant de Oracle. Et donc voilà, aujourd'hui, en fait, c'est le 26 septembre, je crois. Le 28 septembre 2010. 28 septembre, oui. Donc c'était les 15 ans de la fondation qui gère ce projet, mais le projet est beaucoup plus ancien, et aujourd'hui, on a vraiment une suite bureautique de bureaux, à installer classiquement sur un ordinateur. C'est pas une suite qu'on utilise en ligne comme d'autres projets comme OnlyOffice par exemple. Il y a d'autres projets qui permettent d'utiliser ça en ligne sans avoir à l'installer. Donc c'est une bonne suite bureautique. Moi, c'est ce que j'utilise de toute façon. D'ailleurs, sur mon système, il n'y a pas le choix. J'ai pas les trucs Microsoft par définition. Donc ça marche très bien. Ça fait le job pour toutes les tâches courantes bureautiques. Donc avant de laisser Vincent et Isabelle réagir si elles veulent, juste rappeler aussi que c'est un des logiciels libres qui est donc multiplateforme, comme tu l'as dit. Et donc pour les personnes qui seraient encore sur Windows ou même sur d'autres systèmes, c'est une façon de découvrir le logiciel libre, d'installer LibreOffice sur son système. De la même façon qu'on peut installer Firefox, on peut installer VLC pour regarder des vidéos, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Est-ce que Vincent ou Isa vous lit? Oh là, j'ai... Oui, j'ai eu des coupures. C'est ça, moi aussi. Nous sommes d'accord qu'il y a eu des coupures. Voilà. De son, c'est bizarre, mais c'est peut-être le micro qui a lâché quelques instants. Est-ce que vous voulez réagir, Vincent ou Pierre? Excusez-moi, Vincent ou Isabelle. Il n'y a pas d'obligation. Non, c'est juste ça fait partie du triptyque Firefox, Thunderbird, LibreOffice, qui sont vraiment le triptyque qui aide à la migration. D'ailleurs, souvent, on peut les installer préalablement sur Windows pour ensuite basculer. Et quand on fait que dans ce sens-là, la migration est vraiment très transparente, parce que en fait 95% de l'activité c'est trois logiciels. Isabelle, j'aurais pas dit mieux, mais du coup, est-ce que je peux me permettre une question pour ceux qui connaissent Windows Microsoft, parce que du coup, des gens m'ont demandé, est-ce que dans la Windows 11, il y a une obligation de passer uniquement à cette suite-là en ligne et qu'elle n'est plus en local? Quelqu'un sait ça ou pas? Oh, c'est trop bien, personne ne sait. Génial. Alors, si quelqu'un nous écoute, si quelqu'un sait, c'est quoi Windows? Non, mais parce que du coup, des gens m'ont... Est-ce que c'est un argument de plus sur la question de... Il faut... En plus, on n'aura même plus les choses en local ou pas? C'était ça que je voulais savoir. Je pense que oui, on peut l'avoir en local. On peut l'avoir encore en local avec des licences sur la 11? La contrainte sur Windows 11, c'était que tu devais avoir un compte chez Microsoft pour t'en servir. Donc, Microsoft devait pouvoir fliquer toutes les heures où tu c'est ça. Donc ça doit être... Ok, ça marche. Non, mais voilà. Sinon, j'avais rien de plus à dire. C'est bien comme vous avez dit. Si une personne qui est en direct, nous écoute en direct, à la réponse sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, il vient nous répondre. Et si c'est en podcast que vous nous écoutez, vous nous envoyez un petit message sur la page de contact. On va passer au sujet d'après. Alors là, on va parler un peu de la Suisse. Et on va parler de fromage. On va parler... Les clichés. Oh, bon. Il faut dire que Vincent est un spécialiste notamment des fondus. On a eu plusieurs fois l'occasion de profiter de ses talents. Mais là, on va parler d'IA, d'intelligence artificielle qui serait libre. Et donc avec notamment Apertus. Alors je le découvrais, je ne connaissais pas. Donc je vais te laisser, Vincent, nous présenter ce sujet. Donc Apertus, la Suisse lance son chat GPT national open source.
Oui, alors je suis pas un spécialiste de l'IA, donc je pourrais pas décrire cette partie-là, mais ce que je peux décrire, c'est le contexte. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lancé d'abord par 2 universités. On n'est pas dans le contexte start-up, c'est vraiment c'est l'école polytechnique fédérale de Zurich et celle de Lausanne qui sont les 2 gros moteurs en Suisse sur ces sujets-là. D'ailleurs, quand vous allez à Lausanne, vous trouvez que des Français pratiquement à l'EPFL. Donc l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça se base sur le monde universitaire. Et ensuite, ils disent que c'est libre. Ensuite, un autre point intéressant, c'est que ils présentent leur modèle de langage où ils disent qu'il y a 40% des textes qui sont pas anglophones, qui sont pas anglais. Vraiment un énorme effort là-dessus. Il faut dire que la Suisse a une grande tradition de multilinguisme. Alors ce qui est bien, c'est que sur la page d'accueil, ils disent même qu'ils ont fait ça en suisse allemand et en romanche. Le romanche étant une langue qui est parlée dans les Grisons par une personne, mais non, il y a une grande sensibilité à cette question du multilinguisme que je trouve particulièrement intéressante. Et donc, ils proposent 2 modèles. Alors, je cite le site, mais un qu'on peut installer sur ton ordinateur avec 7 milliards de paramètres, puis un autre accessible je sais pas, qui a plus de 70 milliards de paramètres. Voilà. Alors, moi, je suis pas encore plongé dans l'IA, mais maintenant, j'ai plus. je vais essayer. Je pense que je vais faire l'effort justement en regardant cette intelligence artificielle là. D'accord, alors avant de laisser Pierre Isa éventuellement réagir sur l'article, donc ça c'est l'article de Clubic, il est précisé que, alors l'un des directeurs du laboratoire précise, nous ne pouvons pas accepter que les bases de l'intelligence artificielle si puissantes soient entre les mains d'une fraction de multinationales. Il précise également que son équipe a minutieusement filtré les données d'entraînement en écartant les contenus protégés et tous les éléments toxiques possibles. Alors je sais pas comment ils ont fait, donc je sais pas ce qu'il entend par contenu protégé. Je suppose que c'est contenu protégé entre guillemets par le droit d'auteur, et les éléments toxiques, ça me rappellera les essais malencontreux de l'IA open source française de l'Inagora il y a quelques mois, si les profs s'en souviennent. Effectivement, les données d'information viennent de 1000 langues, apparemment, c'est précisé. Donc après, il n'y a pas trop de précision technique sur ce qui est réellement libre. Ça parle d'une licence, c'est la licence Apache, mais peu importe. Notamment, est-ce que ça concerne le logiciel, est-ce que ça concerne les scripts, les données d'entraînement, les modèles de paramètres. Bon, je ne sais pas. Donc en tout cas, voilà, Pierre ou Isa, si vous voulez réagir. Et on n'oubliera pas, J interviendra sur le libre en Suisse, parce que ça nous va donner l'occasion de parler un peu du libre en Suisse. Donc est-ce que vous voulez réagir sur cet article ? Oui, un petit mot. Alors, je trouve très bien qu'on ait c'est même indispensable qu'il y ait des LLM, enfin des intelligences artificielles open source, parce que, y compris avec les corpus d'entraînement, parce que ça veut dire que chacun pourra utiliser le modèle open source et modifier, améliorer comme il le souhaite. Ça veut dire aussi qu'on n'a plus besoin d'un data center entier avec des ressources considérables pour faire tourner ça. Ça tourne maintenant. Il y a eu des gros progrès. Ça tourne maintenant sur un ordinateur assez basique, donc ça c'est non seulement positif, mais ça me paraît une évolution indispensable à beaucoup de titres en fait. D'accord. Isabelle ? Moi, quitte à apparaître aujourd'hui définitivement pour la râleuse de service, je reste rétive à tout ce machin. Je ne vois là-dedans ni d'intelligence. Oui, certes, beaucoup d'artificiel, mais c'est tout. Et non, ça me va pas, ça m'intéresse pas. Je veux pas de cette société-là. C'est pas que ça soit libre ou pas, open source ou pas. Pour moi, c'est aussi dangereux que celles qui le sont pas. Alors après, j'entends dans la petite phrase que tu as dite, Pierre, au début, c'est il faut pas laisser à la main de simplement ceux qui, mais qui nous prouvent que les autres vont pas être capables de rattraper le truc. Donc voilà, non, j'arrive pas. Ok. Tu voulais réagir, Pierre ? Je crois que c'était dans l'article, la phrase. Mais en fait, je peux la reprendre à mon compte. Effectivement, je pense effectivement qu'il faut s'approprier ces choses-là pour pas se faire cramer, en fait, se faire bouffer. Oui, dans l'article, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est qu'effectivement, Antoine Bosselu, directeur du laboratoire du traitement de langage naturel, dit: nous ne pouvons pas accepter que les bases de l'IA si puissantes soient entre les mains d'une fraction de multinationale. Ce que remet en cause Isa, c'est le principe même de l'IA.
Alors le temps a file, donc on va quand même, je pense, faire quand même une pause musicale, parce que pour Vincent je l'ai choisi exprès, donc je ne voudrais pas ne pas la passer. Mais néanmoins, comme on parle un peu de Suisse, on va parler rapidement en fait de ce qui se passe un petit peu en Suisse. Alors il y a 2 événements. Alors toi tu voulais parler d'un événement, Vincent, auquel J a participé. Donc là par contre vous allez vous partager le micro, parce qu'on va se dire vous êtes mis l'un à côté de l'autre. C'était les assises francophones de l'art libre qui ont eu lieu en juillet 2025. Donc J, tu y étais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'étaient ces assises francophones? Alors les assises francophones de l'art libre, ça a été organisé par PVH Édition, donc qui est une maison d'édition qui fait notamment des livres sous licence libre. Et je dis ça, je le sais d'autant plus qu'un de mes bouquins est publié chez eux. D'ailleurs, on avait reçu dans Libre à vous Lionel Jeanneret, il me semble, à un moment donné. Tout à fait. Et Akinelox, comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Je suis désolé. Émission 188. Ah, bien joué. Et tu te souviens est-ce que tu te souviens de le nom de l'autrice? On va retrouver. Vas-y. Enfin, bref. Et du coup, les assises, c'était donc là, c'était assez confidentiel entre guillemets, c'est-à-dire que c'était surtout des rencontres entre personnes qui font de l'art libre. Mais c'est vrai que Lionel me disait qu'il avait l'ambition de développer ça et de peut-être d'en faire des choses un peu plus publiques, avec vraiment des stands, des gens qui peuvent passer, tout ça. Et la situation du libre en Suisse, moi, la façon dont il m'en parlait, c'était que ça a l'air d'être un peu moins désespérant en tout cas que la situation du libre je parle au niveau institutionnel en France. Il me disait un truc qui fait que c'est le cas, c'est aussi que la démocratie suisse marche quand même pas mal mieux que la démocratie française, et même si on met de côté la situation actuelle en France qui est très particulière, et que notamment en France on avait eu ce truc où il y avait eu une enquête sur quel logiciel utiliser dans l'éducation. Il y avait tout le monde avait plébiscité le libre, et puis 2 mois après il y avait eu une signature de contrat exclusif avec Microsoft. Ils disaient que ça par exemple ça pouvait pas trop arriver en Suisse, donc il y a des priorités logiciels libres qui sont plus facilement données de ce point de vue là. Ok, je précise que le nom donc de l'autrice c'est Akilegia Knox, qui est une autrice de fantasy, biologiste et libriste, et effectivement c'est l'émission 188 comme a dit Vincent. Vincent, peut-être que tu peux parler en quelques instants de la deuxième événement qui a eu. C'est pas moi qui ai mis le lien sur le pad. mais je crois que tu y participes. C'est les rencontres hivernales du Libre 2026. Pour l'instant, c'est pas encore acté. Je pense que ça va être Isabella qui doit me pousser à ça. Ah, ok, d'accord. Donc je précise qu'en janvier 2026, il y a les rencontres hivernales du logiciel libre à Saint-Cergue, donc en Suisse. Alors je crois que c'est sur un week-end si je me souviens bien. Mais effectivement, peut-être que j'ai révélé des secrets internes de l'April de discussion de savoir qui irait en Suisse. Bon, sachant que tu es franco-suisse, on pensait que tu irais, voilà. Donc en tout cas, c'est un autre événement qui a lieu en janvier 2026, et on peut supposer que les assises francophones de l'art libre reviendront en 2026. Peut-être au même endroit ou un autre endroit, je ne sais pas. Il avait une piste pour faire quelque chose à Pontarlier, parce que en plus il pourrait jouer sur le côté frontalier, et puis budgétairement ce sera plus simple pour les Français. Exactement. Ok, écoutez, on va faire une pause musicale. Alors je vais préciser que la première pause musicale était Emma, donc qui est un artiste belge, donc un choix de Vincent. Et Vincent, visiblement, on en a parlé tout à l'heure, je me demandais si tu savais ou si tu ignorais qu'Emma fait partie d'un groupe de musique libre qui s'appelle les Bernardo. Est-ce que tu le savais? Ah non, pas du tout. Alors moi je l'ai appris en préparant l'émission, parce que le groupe Les Bernardo je connaissais, vu qu'on a déjà diffusé des musiques des Bernardo. Donc c'est un groupe de musique satirique et parfois subversif. Alors j'ai choisi un titre pas trop subversif. Si vous voulez un truc très subversif, vous pouvez par exemple écouter Dieu est amour, mais si vous êtes une personne croyante, vous pourriez ne pas apprécier. Donc on va choisir un titre un peu plus tranquille qui s'appelle Le Malheur de Sophie. Donc nous allons écouter Le Malheur de Sophie par les Bernardo. On se retrouve dans 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Allô Sophie, enfin ton répondeur. Dis, voilà écoute, ça fait quelques jours que je suis amoureux de toi. Et si tu trouves quelque chose pour moi, écoute, rendez-vous au café de la gare, 14h. Ciao. C'est encore Gaëtan, ce petit obsédé qui travaille à Auchan, au rayon surgelé. Il drague tous ceux qui passent, raconte des trucs douteux. C'est un gros dégueulasse, il est vraiment foireux. Il vit chez Saint-Mimé, il s'habille chez Dama avec son petit ciré. Il est vraiment ringard et joue les Don Juan dans sa super Volvo. Il est vraiment navrant, il n'écoute qu'Adamo. J'en ai marre de ce tétard. Rien à faire.
rencontré Sophie à la foire au fromage. Elle est vraiment jolie, je suis sur un nuage. J'ai eu son numéro par son meilleur copain. C'est un grand rigolo, je crois qu'il m'aime bien. Paraît que je lui plais et qu'elle me trouve beau. Quand je mets mon ciré, je ressemble à Clo-Clo. Elles sont toutes folles de moi, je suis irrésistible. Elles sont toutes en émoi, je suis vraiment terrible. Je l'aurai, car je lui plais. J'en suis sûr, elle va craquer. Allô Sophie, dis, si tu as reçu mon message après 14h, ah ben écoute, il est toujours pas trop tard, donc rendez-vous 19h au drugstore. Ciao. Je suis vraiment coincée pour une fois que je sors à une super soirée au café le drugstore. C'est vraiment mal barré, que vont dire les copains? Ce type a tout gâché, y a plus de rime en un. J'ai envie de le tuer à grands coups de chevrotine ou bien de l'éventrer comme ça dans sa cuisine. Mais c'est quand même bizarre pour une fois qu'on m'invite où c'est un coup de Bernard et de ses acolytes. Il est bientôt 2h, mais elle ne viendra plus. Je vais lui faire mal au cœur, lui dire que je l'aime plus. Ses copains sont partis, le café va fermer. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher. Allô, Sophie? Écoute, c'est Gaëtan ici. Écoute, il est 2h du matin, je suis fatigué, j'avais faim, j'ai mangé des pralines, j'avais toujours faim, je viens de finir les fleurs. Écoute, ça fait dur entre nous, écoute, c'est fini, je sais que ça va être dur pour toi, mais courage, courage, ne pleure pas. Je resterai un ami pour toi si tu veux, c'est fini entre nous. Ciao. Nous venons d'écouter Le Malheur de Sophie par les Bernardo, disponible sous licence Art Libre. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Alors nous allons poursuivre notre débat au Café Libre. Donc vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous sommes toujours avec Isabelle Carrère, Pierre Bessac, Vincent Calam. Et là on va changer donc de sujet et donc on va parler, comme je dirais assez régulièrement, de projets de directives européennes ou de projets de loi de responsables politiques. Là, on va parler de quelque chose qui s'appelle chat control. Alors évidemment, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc dans la page consacrée à l'émission du jour, donc sur libreavou.org/257 ou sur causecommune.fm, on a mis les liens. Donc un article de la Quadrature du Net et également une pétition de Mozilla. J'ai déjà commencé par poser la question. Je sais pas qui veut faire une présentation rapide de ce qu'est ce chat control. Peut-être Pierre. Parce que tu es un peu notre spécialiste de ces sujets-là quand même. Depuis le temps. Oui, bon, chat control, c'est ni plus ni moins la fin du secret des correspondances numériques privées. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne, enfin la Commission, le Conseil, envisage de passer une loi obligeant les fournisseurs de messagerie privée à scanner tous nos contenus, notamment les photos. Potentiellement, c'est plutôt les photos à la base, pour détecter des images de pédopornographie, pour lutter contre la pédocriminalité. Alors. Évidemment, on peut difficilement être contre le principe de protéger, de lutter contre ces pratiques criminelles, évidemment, et de protéger nos enfants. Le problème, c'est que ça a créé un précédent. C'est-à-dire jusque-là, il était considéré comme, le secret des correspondances est protégé par la loi. C'est un droit fondamental en fait, et on sait très bien que dans ce genre de cas, dans ce genre de loi, c'est étendu au fil du temps pour s'occuper de délits de droit commun de plus en plus larges. Ça c'est la première chose, sachant que l'argumentaire du côté des gens qui poussent ça, c'est de dire de toute façon vous ne serez pas obligé parce que si vous refusez, vous n'enverrez pas de photos à vos amis et puis donc vous avez le choix.
si vous voulez envoyer des photos, vous êtes obligé d'accepter un scan systématique. Ça pose tout un tas de problèmes parce que évidemment en cas de scan positif, c'est remonté dans des fichiers de police, c'est notifié aux autorités, il peut y avoir des faux positifs, enfin la police risque d'être noyée sous les signalements abusifs. Donc ça pose tout un tas de soucis après de fuite potentielle de fichiers de police, de détournement de fichiers. Donc à peu près tout le monde est contre, hein, tous les associations qui s'occupent de droits fondamentaux, les experts en sécurité informatique, y compris les États-Unis qui hurlent évidemment. En Europe c'est pareil, les services secrets sont plutôt contre parce qu'ils savent qu'introduire une faille, ça veut dire donner une possibilité à des services étrangers de venir également exploiter cette faille pour nous écouter. Donc ça peut être de l'espionnage économique, de l'espionnage politique, enfin tout un tas de choses. Les seuls qui sont pour, en gros, ce sont les ministères de l'Intérieur, les ministères de la Justice potentiellement, et les ayants droit. Parce qu'évidemment, une fois que le principe est acté, ça pourrait être étendu dans le futur à la lutte contre le piratage des contenus qui intéresse fortement, bien entendu, les ayants droit. Alors en fait, une petite question juste sur ceux qui sont pour. Je suppose que tu ne les as pas cités, que les associations de protection de l'enfance sont quand même pour. Alors la plupart, ou est-ce qu'elles ont conscience des risques? On les entend plus tellement. Hein. D'accord. Elles ont pas mal bougé sur la vérification d'âge, mais là-dessus elles sont relativement discrètes. Alors je pense qu'elles sont plutôt pour à la base, mais elles n'ont pas extrêmement milité. Elles n'ont pas beaucoup milité sur le sujet. D'accord. Ok. Alors en fait, là où on en est, pourquoi on en parle maintenant, c'est parce qu'on en a déjà parlé. Le 14 octobre, donc mardi prochain, des États de l'Union doivent décider si c'est transmis au Parlement européen. Donc il y a déjà un premier projet. Il y a également, j'oubliais, au départ il s'agissait juste de détecter des images déjà connues par les services de police comme étant des images pédocriminelles. L'idée, ça serait aussi d'ajouter des IA là-dedans pour essayer de détecter de nouveaux contenus, donc avec les risques liés à l'IA de manque de fiabilité. Je vous passe les détails. Donc voilà, le projet risque d'être acté le 14 octobre pour transmission au Parlement. Le ministère de la Justice danois aussi il a mis les pieds dans le plat en disant que de toute façon il faudrait qu'on s'habitue à la fin de la confidentialité de nos communications. Donc il est clair que ça touche pas juste le sujet de l'enfance, de la protection de l'enfance. Donc voilà, l'Allemagne qui était à un moment contre, donc un des pays majeurs avec la France pour faire poids là-dessus, est pour l'instant indécise et pourrait bien passer pour. Donc ça pourrait être un peu la dernière goutte qui fait pencher la balance en faveur de l'adoption du projet. Donc c'est assez inquiétant et pour tout le monde. Alors avant de faire réagir Isa et peut-être Vincent si veut, mais nulle obligation, juste préciser sur la partie IA, l'idée ce serait en fait sur les nouvelles photos que un système dit IA reconnaîtrait, je dirais, là, c'est la pédocriminalité et taguerait cette photo. Donc voilà. Bah oui, mais c'est ça. Et du coup, ces filtres-là, comme le dit le très bon article dans la quadrature du net, là, sont des filtres tout à fait douteux. On n'en sait rien, en fait, de qu'est-ce que ça va, comment, et voilà, on revient sur notre sujet de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ces filtres vont être mis en œuvre, mis en place, comment ils vont traiter, de quoi ça va parler, on n'en sait rien. Le vrai risque, là, il est, alors oui, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on commence par te proposer quelque chose par le bon côté, comme tu l'as dit, mais qui donc pourrait dire non, ça m'est complètement égal, on peut continuer, c'est pas la peine de lutter contre la pédocriminalité, peu importe. Non, personne va le dire. Sauf que petit à petit, il s'agit à chaque fois, c'est comme les caméras dans la rue, c'est comme, enfin, beaucoup de choses comme ça, qui sont faites soi-disant avec une volonté démocratique, de sécurité, c'est pour protéger les gens, les enfants, les vieux, je sais pas quoi. Mais en fait, à chaque fois, c'est une restriction de liberté. Et là, on voit bien que personne ne peut nous garantir que ce sont simplement ces photos-là qui vont être scannées. Personne ne peut garantir que les filtres dont il est question vont être tout à fait neutres voilà, qu'il n'y aura pas de problématique. Ça vise qui? Ça vise des applications telles que WhatsApp et Signal notamment. Pas que, mais quand même, ça les vise aussi. Et pourquoi ça les vise? Parce que ce sont des applications très très populaires, qui sont utilisés, WhatsApp notamment, par beaucoup de personnes qui vivent ici, qui ont besoin de parler avec des gens à l'étranger, longtemps au téléphone, etc., et qui donc communiquent de cette manière-là. On n'est pas simplement sur une question de réseau social classique avec ça. On est sur des choses très 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 singulières, très particulières, et donc ça met en danger potentiellement des lanceurs, des lanceuses d'alerte, des militants, des personnes qui ont besoin de soins en santé, etc. Bref, on n'en sait rien, quoi.
Mais alors, une chose, ça scanne toutes les photos, hein, évidemment, puisque pour détecter le contenu, il faut que toutes les photos soient scannées, même si on nous explique que ça ne scannera que les photos incriminées, évidemment, c'est pas possible. Et Signal, l'application donc de messagerie privée. Donc la différence avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, c'est du contenu semi-public ou contenu de groupe, alors que là, il s'agit vraiment de s'occuper des communications de personne à personne. Hein. Et d'ailleurs, Signal a dit, si jamais ça passe en Union européenne, je m'en vais. On se retire. Oui, parce que Signal, c'est une application libre d'ailleurs, dont le code source est disponible, et qui insiste vraiment sur la sécurité des communications. Ils estiment que si cette loi passe, ils ne peuvent pas s'y conformer, et donc ils sont obligés de retirer leurs services de l'Union européenne, effectivement. Alors, je vais préciser parce j'ai parlé tout à l'heure de Mozilla, donc que Mozilla, donc qui est la structure qui développe notamment Firefox, a lancé une pétition, donc se mobilise sur le sujet. Donc là, j'ai le texte sous les yeux et je vais faire un extrait. Hein. Donc Mozilla dit, avec cette proposition, donc les entreprises technologiques devront recourir à l'analyse côté client, donc le Signal, WhatsApp ou autre, pour lire vos messages, photos et fichiers privés avant même qu'ils ne soient envoyés, exposant vos données aux pirates, aux sociétés privées et bien sûr au gouvernement. C'est intéressant, c'est même avant même qu'ils soient envoyés en plus. Voilà. Et donc c'est pour ça que la communauté Mozilla appelle les responsables politiques de l'UE à protéger le chiffrement, parce que ces applications garantissent entre guillemets un chiffrement de bout en bout, prendre la défense de la sécurité en ligne et d'associer des personnes expertes à toute nouvelle évolution technologique. Juste un petit point, donc, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être de calendrier. Donc le 14 octobre, c'est les gouvernements qui se réunissent pour savoir ce qu'ils font de ce texte. Est-ce qu'ils le transfèrent au Parlement européen? Et ensuite, il y a ce qu'on va appeler la mise en place du trilogue. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Parce que c'est pas fini au 14 octobre. J'avoue avec à grande honte, oui, le trilogue, c'est une négociation multipartie entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Et la Commission européenne, exactement. Donc il y a encore des négociations qui entrent à ce niveau-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les partis représentés au Parlement européen, côté droite, ont fait quasiment du chantage en fait, en disant si vous voulez qu'on vote le projet au final, il faut le durcir parce que là il est trop mou. Comme en France quoi en fait. Oui, c'est un peu ça. Pour une fois, c'est pas les Français qui mettent la mise. C'est le groupement je crois que c'est le groupement EPP. Alors EPP, c'est la droite européenne. Voilà, qui ont dit aux Danois, donc c'était la présidence danoise, qui ont dit aux Danois, écoutez, votre projet, on votera pas tel quel parce que vous avez trop dilué la force du projet. Donc enfin, c'est difficile de savoir exactement, même en France, hein, on sait pas exactement. On sait je sais que par des bruits de couloir que certains ministères sont pour, d'autres ministères sont contre. Avec la situation politique, c'est encore plus difficile de savoir qui va être décisionnaire. À la fin, c'est plus ou moins l'Élysée qui tranche entre les oui et les non, et c'est transmis par donc je pense les affaires européennes à la Commission la semaine prochaine. Mais donc en France, il semblerait qu'on soit plutôt en faveur du projet. C'est même pas acté en fait pour l'instant. Côté Allemagne, c'est pas acté non plus, mais ça. Donc c'est difficile de savoir comment ça va tourner, mais pour l'instant les choses sont pas franchement. Pour autant, ça paraît une bonne idée, même si on ne sait pas encore, de signer les pétitions. Il y a celle de Mozilla, c'est pas la même que donc celle qui est Stop Scanning Me, qui est coordonnée par le réseau EDRI. Je sais pas pourquoi c'est bien qu'il y en ait deux, mais en tout cas, bref, vous pouvez signer les deux. Plus on est nombreuses à signer ces textes-là, plus on fait passer quand même des messages sur qu'est-ce qu'on. Il y a un site qui résume un peu toutes les actions, c'est stopchatcontrol.eu, qui avec une petite page pédagogique sur exactement de quoi il s'agit. Alors je précise que donc EPP c'est le Parti populaire européen, hein. Voilà, je le précise au niveau donc du Parlement européen. Donc le 14 octobre c'est pas fini, mais il faut se mobiliser. Je précise qu'EDRI, alors je me souviens plus ce que ça veut dire, mais c'est une association européenne de défense des libertés fondamentales dans le numérique. Donc la Quadrature du Net en fait, je crois, partie. D'ailleurs le texte de la Quadrature du Net c'est une traduction française du texte d'EDRI. Absolument. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous mobiliser. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose, on va changer de sujet parce que le sujet d'après va vous passionner. Notamment Isabelle, excuse-moi, et Pierre, donc on va changer de sujet. Alors, sujet suivant. Alors, en général, dans les cafés libres, l'équipe, c'est marrant parce qu'au niveau du casque, on a des décrochages. Mais voilà. Mais apparemment, on nous entend très bien, donc c'est le plus important. Alors, en général, ce que je disais, c'est que les personnes des cafés libres, en général, sont à peu près d'accord, ou en tout cas, on est sur des mêmes longueurs d'onde. Voilà. Là, on va aborder un sujet proposé par Isabelle.
Alors ça sera peut-être le dernier, je sais pas, mais j'aimerais bien quand même qu'on parle un petit peu de F-Droid à la fin, après quand même. C'est les data centers en Île-de-France, à partir d'un article qui dit de Next, les data centers pourraient empêcher l'Europe d'atteindre ses objectifs climatiques. Et donc, déjà, c'est quoi un data center? C'est quoi le problème, Isabelle? Et bien sûr, on laissera réagir Pierre, qui a des contrepoints à apporter. Alors d'abord, oui, c'est avec l'article de Next que tu cites, mais également avec un article, une très belle cartographie qui est donnée à l'intérieur du journal Le Chiffon, lequel est effectivement plutôt en papier, et c'était là-dessus qu'on se alpaguait tout à l'heure, gentiment bien sûr, avec Pierre avant le début de l'émission, parce que lui me disait mais non, mais ça va pas du tout, il faut être sur Internet maintenant. Et moi, non, pas du tout, c'est pas vrai. Il faut, c'est bien que des journaux papier continuent d'exister. Et Le Chiffon, si vous ne le connaissez pas, c'est un journal donc indépendant parisien qui fait des dossiers assez complets sur des thèmes. Alors après, oui, on peut dire les chiffres sont pas exactement. Je trouve qu'ils lancent des thématiques, ils les traitent comme ils le peuvent. C'est pas obligatoirement tous des journalistes professionnels, mais en tout cas, ils travaillent sur des thématiques qui sont intéressantes. J'avais beaucoup aimé ils avaient fait également une cartographie comme ça il y a quelques temps, au tout début d'ailleurs du Chiffon, sur les tiers-lieux, où il racontait un peu qui était possesseur et où travaillait dans les tiers-lieux. J'avais trouvé ça très très intéressant. Et bien là, c'est un peu pareil. Alors donc, un data center, what is it? Un data center, c'est un bâtiment dans lequel il y a un bâtiment, ou plusieurs bâtiments d'ailleurs, dans lesquels il y a énormément de serveurs informatiques. Les serveurs informatiques, ils ont comme première mission de stocker des données, mais c'est pas que du stockage qu'ils font, c'est-à-dire qu'il y a aussi des opérations. En fait, c'est comme si c'était plusieurs ordinateurs à l'intérieur d'un bâtiment. Et donc, ça requiert d'abord une capacité énergétique gigantesque, et ça requiert en plus d'être climatisé pour refroidir tout cela, parce que sinon ça part en vrille et ça chaufferait beaucoup trop. Et donc très souvent c'est donc une gabegie en fait d'énergie et à la fois pour que les machines tournent elles-mêmes, que les serveurs tournent, et en plus pour que la salle, il y a à peu près en volume, il y a un petit schéma qui est bien fait, il y a le même volume à peu près ça c'est les ordinateurs eux-mêmes, les serveurs, et puis à côté l'espace pour climatiser, faire rentrer de l'air et refroidir tout ça. Donc c'est gigantesque. Voilà pour data center, centre de données en français dans le texte. Très bien. Et donc c'est quoi la problématique soulevée par le Shift Project? Alors peut-être dire en une phrase ce qu'est le Shift Project, vu que l'article de Next s'appuie sur des données du Shift Project, si j'ai bien compris. Alors Shift Project, je ne sais plus ce que ça veut dire. Pierre le précisera tout à l'heure. Ça veut dire rien d'autre que ce que ça veut dire. C'est le shift. Enfin, c'est shift au sens où transition. C'est le Shift Project, c'est une asso d'Innocent 1 qui est je sais plus comment on dit en français, mais en anglais c'est un think tank. Oui. Qui vise à promouvoir des actions pour décarboner l'économie, pour respecter les accords de Paris, etc. Donc, qui a été lancé par Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, qui est une des personnes qui a redoré le blason du nucléaire en tant qu'énergie décarbonée. On peut lui. Donc, en fait, il a voulu aller au-delà et participer à faire du lobbying, en fait pour des actions en faveur de la décarbonation de l'économie. Donc le Shift diffuse des rapports sur différents sujets, et un des sujets dont ils s'occupent régulièrement, c'est l'impact du numérique. Donc ils ont parlé de la 5G il y a quelques années, ils ont parlé du streaming, donc la vidéo en ligne il y a quelques années également, et aujourd'hui ils parlent plus généralement de l'IA et des data centers plus généralement, et de l'IA plus particulièrement. D'accord. Voilà, et du coup, le titre du Chiffon sur ce sujet-là, c'est Transition partout, écologie nulle part. Oui, bon. Oui, bon, je savais que ça allait pas te plaire, mais c'est comme ça. En tout cas, à l'intérieur de ce chiffon-là, il y a une cartographie donc de où sont, en Île-de-France, puisque c'est là où on est basé nous autres, où sont les centres de données, donc les data centers, et comment est-ce que ça se passe. Et en fait, moi, je trouve ça assez criant que en Île-de-France, donc il y a un tiers des centres de données de l'Hexagone. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que c'est un territoire sur lequel de plus en plus de sites qui étaient donc avant quoi? Peut-être déjà des sites industriels, mais peut-être aussi des sites agricoles, peut-être aussi des jardins partagés comme à Aubervilliers ou que sais-je. Bref, en tout cas, c'est une destruction majeure à chaque fois de territoires qui auraient été destinés de manière intelligente à autre chose.
chose. Ce qui est sûr, c'est que donc on en voit sur cette carte-là, on voit qu'il y a bien sûr les grandes choses qu'on connaît déjà, qui existent déjà, qui sont par exemple aux Ulysses, à Maroussi. On a évidemment... C'est Marcoussis. Marcoussis, excuse-moi. Ouais. Marcoussis. On a des choses à Vissou, à côté de Rungis. On a des choses à Vélizy-Villacoublay. On a plusieurs centres de données. Moi, je trouvais, c'est ça dont on parlait aussi tout à l'heure, qui sont dans le nord de Paris, là. Donc, à Clichy, à Saint-Ouen, à Saint-Denis, à Aubervilliers. Donc, c'est énorme. Ils grossissent parce que plus ça va, plus il y a de demandes et de besoins. Et donc, du coup, on rajoute des bâtiments. Donc, je sais pas jusqu'où ça peut aller, cette affaire-là. Et je trouve que c'est intéressant. Là aussi, on ne demande jamais à quiconque si les gens sont d'accord pour que des territoires soient ainsi à ce point utilisés à ces fins. Et c'est pour ça que je disais que oui, le tout numérique, plus tu mets du numérique partout, plus tu as besoin évidemment de serveurs, de centres de données, d'endroits pour gérer tout ça. Et donc c'est une course sans fin de mon point de vue. Donc en gros, je vais citer pour lancer Pierre comme ça, parce que il est chaud bouillant. Dans l'article de Next, le Shift Project, donc je cite le Shift Project de dresser un constat clair, sans prise en compte précise dans les scénarios de planification énergétique, la consommation de la filière, donc les data centers, risque d'hypothéquer la capacité de l'Europe à atteindre ses objectifs climatiques. Je résume, enfin c'est marqué ce qui est marqué. Oui, voilà. C'est le rapport du Shift effectivement c'est le rapport du Shift centré sur l'IA. Qui a été publié la semaine dernière. Hein. Ils ont fait une conférence de presse mercredi dernier après-midi, dans laquelle ils expliquent ça. Alors pour revenir sur le chiffon, ils ont quand même un site web, j'ai l'impression, hein, lechiffon.fr. Et mais ils mettent pas tous les mon doute là-dessus, c'est que se priver du numérique, pourquoi pas. Je comprends l'engagement militant et la cohérence derrière, mais à mon sens, c'est aussi se priver d'une certaine visibilité. Donc je comprends l'idée, mais est-ce que c'est pas contre-productif quand on veut militer aujourd'hui? C'est un peu ça la question que je me posais. Donc le Shift avait lancé une campagne anti-5G il y a quelques années en disant que les opérateurs mobiles de téléphonie mobile allaient tripler leur consommation énergétique en 5 ans. Ça c'était en 2020, donc en 2025 c'est pas ce qu'on observe. Il y a une augmentation de consommation électrique due spécialement en particulier à l'amélioration de couverture géographique, donc améliorer l'inclusion numérique, n'est-ce pas? Mais c'est pas franchement dû au passage à la 5G qui n'est pas une technologie de rupture. Sur l'IA, c'est un petit peu différent. Donc le Shift s'est trompé. Ils ont fait du buzz sur le triplement de la consommation énergétique qui n'a pas eu lieu. Ils s'étaient également trompés sur l'impact énergétique de la vidéo en ligne. Ils avaient publié un rapport qui était titré l'insoutenable impact de la vidéo en ligne. Finalement, avec les améliorations algorithmiques et réseaux, ça s'est pas du tout produit. Enfin, il y a eu au contraire une réduction d'impact. Moi, j'aime bien comparer avec la machine à raclette. Avec une machine à raclette, vous consommez l'équivalent de quelques millions de flux ou centaines de milliers de flux sur Netflix. Donc on n'attaque pas la question du fromage. C'est toujours ça. Tout revient toujours au fromage. La convivialité d'un repas autour d'une raclette vaut quelques millions de vidéos sur YouTube. Hein. On pourrait peut-être cumuler les deux d'ailleurs. Donc voilà, sur l'IA, il y a des nouveaux rapports qui menacent à nouveau un triplement de l'impact énergétique. Alors ce qui est clair, c'est que les data centers consomment ont une croissance de consommation due à l'IA, mais due effectivement au boom de l'IA. Mais là, c'est pas simplement les data centers concernant l'IA. Concernant l'IA, c'est l'immense campus européen qui est dédié à l'IA, qui va être implanté à Foujus en Seine-et-Marne, par exemple, qui va être une chose gigantesque et énorme. Et en termes de consommation, des bureaux dans ce cas-là, je suppose. Enfin, il y aura peut-être un data center qui consommera, mais il y aura. Écoute, en tout cas, l'immense campus, il est avec les data centers. Oui. Mais donc avec BPI France, avec Nvidia, tu vois, il y a beaucoup d'entreprises là qui vont venir se mettre là. Donc je pense que oui, ça va être gigantesque, non, comme consommation. Gigantesque, non, je pense pas. En fait, alors déjà, ce qui est clair, c'est qu'il y a une bulle de l'IA. Même les gens d'OpenAI, donc un des grands États-Unis de l'IA, admettent qu'il y a probablement une bulle, mais que même si la bulle éclate, il y aura de beau reste. Ils ont des
prévisions énormissimes sur leur consommation énergétique. Sam Altman prévoit 250 gigawatts, ce qui serait le triple de la consommation française au pic d'hiver, donc le maximum de consommation française. Ça paraît difficilement crédible qu'il arrive à pas mal de titres, une fois, à la fois en production énergétique, en installation des data centers. Donc il faut un petit peu ne pas croire toutes les énormités qui circulent. En même temps, on sait pas non plus si c'est l'inverse. On n'en sait rien. C'est des chiffres qui circulent. Ils ont été calculés quand même, ces chiffres-là. Non, c'est des chiffres, c'est du marketing, oui. C'est de la com. C'est de la com. Que tu veux faire plaisir à tes actionnaires, donc t'expliques que tu vas être le plus grand, le plus fort. Que tu vas être le plus grand, le plus fort et que tu vas consommer le plus. Bah oui, en fait là ils en sont là. Alors je t'accorde, c'est assez ridicule, mais il faut. C'est pas d'accord quand non, c'est pas idiot quand il y a le plus grand fonds d'investissement, il est qatari. Donc c'est vrai que c'est. Non, mais c'est possible. mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que Sam Altman promet des trucs, promet monts et merveilles qu'il va les accomplir. C'est ça en fait. Il y a des problèmes physiques derrière en fait, de croissance énergétique, de production, etc. En tout cas, à la bourse ils sont contents et tout va bien et ça dépasse les 4 000 milliards de dollars. Mais ça va finir par. Je pense que il y a des valorisations qui vont se dégonfler assez rapidement et ça fera pas de balle. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, on parlait de l'IA suisse tout à l'heure. Il y a 3 ans, il y a même pas 3 ans, c'était impossible d'envisager ça sur un PC standard en fait. Donc en fait, il y a eu des améliorations algorithmiques qui ne sont pas forcément prises en compte par la prévision. Le Shift, lors de sa conférence de presse la semaine dernière, a expliqué qu'il s'était basé sur, alors peut-être pas le plus grand délire de Sam Altman, mais il se base sur les prévisions des grands acteurs du secteur, en disant nous on fait de la prospective, c'est pas de la prévision. Alors ils font une nuance entre les deux et ils expliquent qu'en fait ils ont repris les chiffres de prévision de croissance mirifique des plus grands acteurs de l'IA pour établir leur diagnostic de triplement potentiel d'ici 5 ans. Ça paraît un petit peu pessimiste. Voilà, ça dépend comment on se place, mais plutôt pessimiste d'un point de vue énergétique, mais il paraît assez probable que en 5 ans on va pas tripler, c'est pas possible physiquement à mon sens de tripler la capacité, la consommation énergétique des data centers. Il y a des limites dans tous les sens, physiques et autres. Vincent, tu réagis? Mon intervention, Pierre, ça a rappelé que c'est dans le cas du numérique, le problème de l'énergie, il n'est pas à la consommation, elle est dans la conception de l'appareil. En fait, il y avait notamment l'émission sur le Fairphone qui rappelait bien, c'est pas la consommation d'un téléphone, elle est très faible. Le problème, c'est tout ce qui est consommé, toute l'énergie grise et tout ce qui est consommé dans la production de l'appareil. Et c'est genre tout le problème de Radio Windows, c'est le fait, ça va être un scandale et un problème parce qu'on est obligé de racheter de nos ordinateurs. Donc tout ce qui, c'est tous ces usages, le problème de ces usages, c'est ce qui pousse à devoir passer une machine au-dessus, c'est ça qui pose problème, plus que la consommation de l'appareil lui-même. Concernant les ordis, tu as raison, là on est sur la question des data centers, des centres de données, et là c'est vraiment sur l'utilisation des centres de données qu'il va y avoir une vraie consommation. Et alors je rajoute juste quand même, parce qu'il y a la question énergétique, c'est vrai, mais il y a la question de l'argent qui est derrière tout ça. On est en train là de valoriser de nouveaux milliardaires qui vont parce que ils se goinfrent là avec toutes ces opérations de construction dans tous les sens et je pense que c'est justement si ça me choque, mais justement c'est une raison de plus pour promouvoir des modèles libres et auto-hébergés qui nécessitent des data centers aussi. Non, pas forcément en fait, tu tournes ça sur ton PC. Il y a quelque chose qui s'appelle Open Web UI, qui est un logiciel libre de frontal pour des IA auto-hébergés. Ça utilise quelque chose qui s'appelle Olama. Donc il y a toute une communauté libre recherche autour de ces trucs-là, grâce à l'économie en fait, aux IA frugales qu'on arrive à faire maintenant et qui n'ont pas forcément besoin de data center derrière avec grosse consommation de ressources. Et de toute façon, même les OpenAI et compagnie ont tout intérêt eux-mêmes à réduire leur consommation énergétique parce que sinon ils pourront pas avoir un service à bas coût économique en fait, parce que la facture d'électricité à la fin, tu peux pas la planquer sous le tapis en fait. Donc tu peux pas avoir des services ultra consommateurs d'énergie que tu files gratuitement
fût-ce avec de la pub pour le financer. Donc en fait, il y a une sorte comment était la phrase d'alignement vertueux, et je pense qu'il faut pas trop, à mon sens, se traumatiser. Il faut pas voir uniquement les gros de l'IA. Il faut voir qu'il y a des actions beaucoup plus discrètes, mais non moins utiles, qui se passent. C'est toujours l'histoire de mindshare, en fait. De la même manière que je refuse de parler d'Excel quand on parle de tableur, je refuse de parler de ChatGPT quand on parle d'IA, en fait, pour montrer qu'il y a d'autres choix disponibles. Et pour revenir sur ce que disait Vincent sur le matériel, le poids du matériel est effectivement beaucoup plus important en France parce qu'on a de l'électricité très décarbonée, donc la phase d'usage est comparativement peu impactante. Aux États-Unis, le mix électrique est plus carboné, donc l'usage a plus d'impact. Voilà. Moi, je voulais juste dire une petite phrase. Je ne sais plus exactement comment c'était, mais il y a quelqu'un qui disait une très jolie chose. On ne combat pas le maître avec ses armes et ses outils. Mais c'est pas ces armes, c'est des armes qui viennent de la recherche. Non, je suis pas d'accord. Alors, je suis pas d'accord. Je pense qu'on consacrera un sujet principal à cette thématique-là pour vous laisser le temps d'échanger, parce que là, on arrive à la fin de l'émission. Il y a quand même la chronique de Vincent qui va nous parler en plus d'un livre. Donc, comme il a dit tout à l'heure, vive les livres. Donc, merci Vincent Cala, Isabelle Carrère, Pierre Bessac pour ce Café Libre. On retrouvera le Café Libre le mois prochain, et je pense qu'on consacrera un sujet principal à cette thématique-là. On va pas faire de pause musicale. Donc, Vincent, tiens-toi prêt. On va passer directement au sujet suivant. Vincent Calam, informaticien libriste et bénévole à l'April, nous propose des chroniques lecture buissonnière, ou comment parler du libre par des chemins détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Le chapitre aujourd'hui, la deuxième partie consacrée à la vie algorithmique d'Éric Sadin. Vincent, c'est à toi. Oui, merci. Donc, effectivement, je continue. Alors, je rappelle qu'Éric Sadin est un écrivain et philosophe. Il a écrit et continue d'écrire de nombreux ouvrages sur la place du numérique dans notre société et sur le tournant anthropologique en cours dont nous n'avons pas forcément conscience, sauf évidemment là au Café Libre. Sa connaissance du monde du numérique en fait une personnalité rare dans le monde des sciences humaines, et donc c'est d'autant plus intéressant pour nous. Alors son ouvrage est donc un ouvrage de philosophie, ça ne se résume évidemment pas facilement et je suis moins loin de maîtriser tous les concepts qu'il manipule. Cependant, comme je l'ai dit dans ma chronique précédente, il a le sens de la formule et je me propose de m'attarder sur quelques-unes qui m'ont marqué. La première, qui est aussi le titre d'un de ses chapitres, c'est la quantification intégrale de la vie. Alors, nous sommes en effet rentrés dans l'ère des capteurs. Donc, c'est une autre formule d'Éric Sadin. Et rien ne semble devoir leur échapper. Comme il le note, il est plus rapide maintenant de lister les activités qui n'utilisent pas le numérique que l'inverse. Or, je trouve que le terme quantification, dans son expression, donc la quantification intégrale de la vie, est bien plus fort que le seul terme de numérisation. Quantifier, d'après Larousse, ça veut dire déterminer, exprimer en chiffres, évaluer. C'est en fait un mouvement très ancien, c'est même la base de la science moderne, du fonctionnement de nos sociétés. Nous en profitons au quotidien, d'ailleurs, que l'on pense simplement à tout ce que la médecine peut dire maintenant à partir d'une simple prise de sang. C'est pourquoi, sans aucun doute, nous acceptons aussi facilement cet accroissement fulgurant de la quantification de la vie. Nous y contribuons même avec plaisir, sans trop y voir le mal, tant nous baignons dans cette culture. Le problème posé par Éric Sadin est celui du caractère intégral de cette quantification, le fait qu'elle s'applique partout et tout le temps. Ailleurs dans l'ouvrage, il utilise l'autre formule intéressante de totalisation numérique pour désigner le phénomène. Et il pose la question d'importance, que devient l'expérience sensible face à cette totalisation numérique ? Le sensible, c'est tout ce qui échappe à toute réduction binaire. C'est ce que nous ressentons par notre corps. Et notre cœur aussi d'ailleurs. Or, le rêve d'une quantification intégrale est très ancien, et l'éradication du sensible a une longue tradition. Là, je ne résiste pas à placer la citation de Platon que donne Éric Sadin. Bon, alors, je vous la fais pas en grec ancien cette fois-ci, mais voilà, voici. Donc c'est Platon. Tant que nous serons en vie, le meilleur moyen, semble-t-il, d'approcher de la connaissance, c'est de n'avoir, autant que possible, aucun commerce ni communion avec le corps, sauf en cas d'absolue nécessité, de ne point nous laisser contaminer par sa nature et de rester purs de ses souillures jusqu'à ce que Dieu nous en délivre. Bon, peu d'entre nous ont Platon comme livre de chevet, mais nous connaissons tous l'expression amour platonique, n'est-ce pas ? Peut-être est-ce cela que l'avenir nous réserve.
Une vie débarrassée de la souillure du corps grâce à une numérisation totale. En tout cas, on voit que ceux qui rêvent de téléverser un cerveau dans un ordinateur n'ont pas été seulement inspirés par la science-fiction. Ils sont aussi les héritiers d'une très longue histoire de la pensée. Qui sait, si Platon revenait parmi nous, peut-être deviendrait-il rapidement un gourou de la Silicon Valley. Une autre conséquence de cette quantification intégrale de la vie, c'est ce qu'Eric Sadin appelle la généralisation du régime prédictif, c'est-à-dire l'exploitation de la masse de données en perpétuelle expansion qui nous autorise à prévoir l'avenir à court terme dans des domaines très variés. C'est une nouvelle façon de décrire la réalité du temps présent. Eric Sadin prend comme exemple fondateur la prédiction par Google en 2009 d'une épidémie de grippe par la seule analyse des recherches sur son moteur, bien avant les remontées du personnel médical. Le big data, c'est la victoire de la mise en corrélation d'une infinité d'événements mineurs qui, mis bout à bout, finissent par faire sens et donner une certaine image de la réalité. Mais, souligne Eric Sadin, la totalisation numérique nous aveugle et nous ne voyons plus ce qui lui échappe in fine. De moins en moins de choses passent sous le radar, mais ce qui passe sous le radar peut se révéler catastrophique. On peut prendre comme exemple une smart city confrontée à un événement climatique majeur. L'accumulation des données a-t-elle une utilité dans ce cas ? Et bien sûr, cet aveuglement pose la question de qui exploite cette masse de données. Il y a les données, certes, mais il y a surtout les algorithmes qui les traitent et ils ne sortent pas de nulle part. La conception des algorithmes sont le fait d'acteurs, d'apparitions récentes alliées à des structures étatiques plus classiques. C'est cet ensemble qu'Eric Sadin, dans la suite de l'ouvrage, appelle le technopouvoir. Le technopouvoir, c'est un des autres grands concepts développés dans cet ouvrage et je vous propose de se pencher dessus à la prochaine chronique. Bah écoute, merci Vincent. Donc c'était la deuxième partie du livre consacré à la vie algorithmique d'Eric Sadin. Donc la troisième partie, ce sera le mois prochain, donc en novembre 2025. Belle fin de journée Vincent. Alors il nous reste quelques instants quand même pour faire quelques annonces. Alors, les liens utiles concernant les annonces de fin sont sur la page consacrée à l'émission du jour sur libreavoue.org/257 ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast ou encore sur le site de causecommune.fm. Alors, je vais faire simple, c'est des annonces très orientées Adieu Windows, bonjour le libre, avec notamment notre site adieuwindows.april.org qui référencie des événements pour vous aider à installer et découvrir les logiciels libres. Je vais juste en citer quelques-uns d'événements. Donc, un à Mérignac, découverte du logiciel libre, donc près de Bordeaux, samedi 11 octobre 2025. Chez nos voisines d'Antanac, passez votre ordinateur sur un système libre, donc à Paris, jeudi 16 octobre 2025 de 10h à 19h30. Côté de nos amis de la Petite Roquette, passez votre ordinateur sur un système libre samedi 18 octobre 2025. Donc la Petite Roquette, c'est à Paris dans le 11e. Je rappelle également que la présidente de l'April, Bouquinette, sera présente à la fête de la réparation vendredi 17 octobre 2025 à Lille et c'est également le cas d'Antanac. Cause Commune, la radio, vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans les locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimet, une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé, occasion de découvrir le studio, rencontrer les personnes qui animent les émissions, notamment Isabelle évidemment. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu vendredi 7 novembre 2025 à partir de 19h30 et j'aurai le plaisir d'y être également, je pense que Julie aussi. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. J, Isabelle Carrère, Vincent Calam, Pierre Bessac. Aux manettes de la régie aujourd'hui avec sa bonne humeur et son accent chantant, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Élodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui s'occupent qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibaud, Théocrite et Tunuy, bénévole à l'April. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org/257 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que le site de la radio, causecommune.fm ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. Vous pouvez nous laisser aussi un message sur le répondeur de la radio si vous avez envie de réagir à l'un des messages, l'un des sujets. Donc le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 14 octobre 2025 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les politiques logicielles libres des villes de Grenoble et de Lyon. Nous espérons que votre fin de semaine sera aussi savoureuse qu'une chocolatine de Cédric Ergo, sacré récemment champion du monde de cette spécialité. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 14 octobre. Et d'ici là, portez-vous bien.
Julie a baissé le volume du générique. Si vous écoutez ce message, c'est parce que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette émission. Pour cela, merci à vous. D'ailleurs, aujourd'hui, on voulait particulièrement remercier Paul Bardamu qui nous a laissé un commentaire très sympathique suite à l'émission 255 du 23 septembre dont le thème était le langage de programmation Python et qui avait été d'ailleurs animé par Julie. Son commentaire: je viens d'écouter votre émission, c'était une première. Merci, tout était très intéressant, les deux chroniques et le thème principal. Merci à celles et ceux qui participent à la production de cette émission, signée par un béotien de l'informatique. Donc n'hésitez pas à faire de même et nous laisser un commentaire sur la page consacrée à l'émission du jour, soit sur libravou.org, soit sur causecommune.fm. Bonne fin de générique.